Canada, les Royaumes-Unis et bien d'autres pays que vous connaissez d'ailleurs mieux que moi. Mais Denis Sassou Nguesso, les patriarches, l'homme qui a vu passer Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, jusqu'à Tshisekedi, l'homme qui parle à tout le monde, Paris, en passant par Kigali, Kinshasa, Kampala, pourquoi lui n'est pas venu? Pourquoi Denis Sassou Nguesso s'est absenté dans cette conférence importante pour la paix, évidemment, dans la région du Grand Lac? Est-ce un simple choix diplomatique? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, des intérêts économiques, des réseaux discrets, des non-dits historiques entre les deux Congos, voire des complicités régionales autour du trafic des minéraux de la RDC, peut-être? Et donc ce soir, on va décortiquer le fait, on va fouiller l'histoire, revenir sur les relations entre Sassou Nguesso et Mobutu, Laurent Désiré Kabila, en passant par Joseph Kabila, Félix Tshisekedi aujourd'hui, mais aussi le lien silencieux avec Kagame, Museveni et l'économie souterraine de la région, tout simplement. Tout ça, nous allons passer ça en revue. Nous ne sommes pas là pour accuser gratuitement quelqu'un, loin de là. Les Congolais, soyez en paix, nous exprimons l'histoire. Les Congolais du Brazza, soyez en paix. Nous sommes là, évidemment, pour comprendre tout simplement, poser les bonnes questions et surtout révéler ce que beaucoup savent, mais que personne ne dit à voix haute. Chers camarades, qui est Denis Sassou Nguesso pour commencer? Et donc, pour comprendre pourquoi son absence à la conférence sur la paix en RDC pose question, pour les comprendre, il faut d'abord savoir qui est vraiment Denis Sassou Nguesso et pourquoi on l'appelle d'abord les doyens, les patriarches de la région. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi? Un des dirigeants les plus anciens d'Afrique. Denis Sassou Nguesso dirige les Congo-Brazzaville depuis plus de 40 ans cumulés. Premier mandat, 1979 à 92. Une période marxiste proche de l'URSS. Et donc, il fut proche de l'URSS. Il perd le pouvoir, puis revient par la guerre en 1997. Nous n'allons pas rentrer les causes, etc. Ce n'est pas ça le but ici. Il revient avec l'aide de l'Angola et de ses réseaux. Il reprend le pouvoir par l'aide de l'Angola et de ses réseaux. Depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, il est resté président. Il n'a pas bougé. Cela fait de lui l'un des chefs d'État les plus anciens d'Afrique avec Paul Biya, les Camerounais. Alors pourquoi on les considère comme les patriarches? Parce qu'il a survécu à Mobutu, à Laurent Désiré Kabila, il a survécu à Joseph Kabila, à Hosni Moubarak, il a survécu à Kadhafi, à Compaoré et à Zuma. Donc, il les a tous laissés derrière. Il connaît toutes les histoires secrètes de la région, de guerre au Zaïre, RDC par la suite, les soutiens des rebelles, les négociations cachées, les alliances entre services secrets. Il est souvent appelé pour jouer les médiateurs dans les crises. Centrafrique, RDC, Tchad, on fait appel ici aux doyens. Et donc, il a des relations à la fois avec la France, avec la Russie, la Chine, le Rwanda, l'Angola, les Gabon. Et donc, Sassou Nguesso, il est partout. Et dans ce régime, il y a le pétrole qui garantit sa vie, on va dire, sa longévité, le pétrole, des réseaux et
la stabilité autoritaire qu'il a mis en place. L'économie du Congo-Brazza repose à 70 à 80% sur le pétrole, ça vous le savez, surtout exploité par Total, donc la France, l'Italie, et Perenco, la France encore. C'est un régime très centralisé, familial, où le pouvoir est entre les mains du clan Sassou. Et donc, Sassou contrôle l'armée, les compagnies pétrolières nationales, il contrôle les frontières, les contrats avec le multinational. Il est critiqué pour la dette, la corruption, l'absence d'alternance, mais il reste au pouvoir grâce ici à la France. Il reste au pouvoir grâce à l'Angola. Il est au pouvoir grâce aux revenus du pétrole et à sa capacité, évidemment, à éviter les chaos. Pourquoi son avis compte dans les affaires du Congo RDC? L'avis de qui? L'avis de Sassou Nguesso. Tout simplement parce que il partage 2500 km des frontières fluviales avec la RDC. 2500, séparés par, ici, le fleuve Congo. Il a connu personnellement Mobutu, il a connu personnellement Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi d'aujourd'hui. Il a souvent joué un rôle discret dans les négociations sur les guerres du Congo. Il parle à Kagame, il parle à Museveni, à Lorenzo, et il parle à Macron et bien d'autres chefs d'État dont les intérêts sont particulièrement en RDC. Donc, sa non-présence à la conférence sur la paix en RDC à Paris est anormale. Ce n'est pas normal que Denis Sassou Nguesso se soit absenté à la conférence de paix mise en place à Paris par Macron. Ce n'est pas normal, pourquoi? Parce que c'est les voisins directs, les plus proches, géographiquement parlant et historiquement parlant. Il est juste à côté. C'est les plus anciens dirigeants encore en fonction dans la région. Il a été souvent médiateur dans les crises au Zaïre puis la RDC. Et pourtant, il n'est pas venu. Alors que même certains pays très éloignés étaient présents. Mais lui, les voisins directs, les frères, l'ami, il n'était pas là. Denis Sassou Nguesso n'est pas un simple président d'un petit pays pétrolier. C'est un acteur stratégique, ancien, silencieux, qui connaît tous les dossiers cachés de la région. Son absence ne peut pas être juste un oubli ou un hasard. C'est un signal tout simplement politique. Bonsoir mon ami, Unité Centrale. C'est un signal politique. Est-ce que nous avons détecté ce signal en question? Sassou Nguesso a eu des relations que nous allons découvrir ici, des alliances, des méfiances ou des rivalités silencieuses avec Mobutu. Pour comprendre les noms dits entre Sassou Nguesso et la RDC d'aujourd'hui, pour les comprendre, il faudrait d'abord revenir à l'époque de Mobutu Sese Seko, car tout simplement, c'est là que se posent les bases, les fondamentaux, les méfiances, les alliances, les trahisons, les intérêts cachés, etc. C'est là que ça commence. Pour comprendre, évidemment, le silence de Sassou Nguesso aujourd'hui. Revenons d'abord au niveau d'Isaïr. Deux voisins, deux régimes autoritaires, deux styles différents. Mobutu d'Isaïr, il arrive au pouvoir en 1965, comme vous le savez très bien. Sassou Nguesso du Congo-Brazza, lui, il arrive en 1979. Donc, presque près de 10 ans après. Mobutu est soutenu par les États-Unis, soutenu par la France et la Belgique. Et Sassou Nguesso est soutenu par l'IRSS, le Cuba,
puis par la France. Donc, les dénominateurs communs, c'est la France. Mobutu a une idéologie. L'anticommuniste, il est pro-Occident, alors que Sassou Nguesso, lui, il est marxiste au début, puis il devient pragmatique vers la fin. Mobutu, un empire géant, Zaïre est égal à 80 millions d'habitants, un mastodonte, ce n'est pas un petit pays, mais Sassou Nguesso, un tout petit pays Congo, avec 5 millions d'habitants. La richesse de Mobutu d'Isaïr autrefois, richesse de sous-sol, les cuivres, coltan, or, cobalt, et la richesse du Congo, Brazza, principalement le pétrole et le bois. Ces contrastes a créé à la fois une coopération forcée et une rivalité silencieuse. Et puis il y a des relations entre les deux hommes, cordialité, officielle, méfiance réelle, etc. Publiquement, Mobutu et Sassou se rendent visite, signent des accords de paix, posent ensemble face aux caméras, mais en réalité, dans le secret, Mobutu se méfie du régime marxiste de Sassou. Sassou se méfie de l'influence américaine et française sur Mobutu. Chacun surveille l'autre à cause des opposants politiques réfugiés des parts et d'autres du fleuve Congo. Brazzaville a parfois accueilli des opposants de Mobutu. Et Mobutu a parfois aidé des opposants à Sassou. Un exemple, Bernard Kolela, opposant congolais, et des exilés zaïrois transités entre les deux capitales. Chaque Congo avait son camp. Mobutu, soutenu par les États-Unis, la France, la Belgique. Sassou Nguesso, soutenu par l'IRSS, le Cuba, la France. Juste après. Et donc, les amis, malgré cela, ils ne sont jamais entrés en guerre directe, car la France voulait stabiliser autour du fleuve Congo. Et donc, en 1996, 1997, la chute de Mobutu, où était Sassou pendant que Mobutu chutait, quand la rébellion de Laurent Désiré Kabila entre au Zaïre avec le soutien du Rwanda, plus l'Ouganda et les États-Unis, Mobutu est affaibli, il est malade, il est complètement isolé. Sassou Nguesso, lui, de son côté, il est en pleine guerre civile au Congo-Brazzaville, contre Pascal Lissouba. Et donc, plusieurs choses importantes se passent en ce moment-là. Des soldats de Mobutu traversent le fleuve pour se réfugier au Brazza. Des armes passent de Kinshasa à Brazzaville pour soutenir Sassou. L'Angola soutient Sassou contre Lissouba, tout en soutenant aussi Laurent Désiré Kabila contre Mobutu. Les résultats de tout ça, Mobutu tombe, chassé par Kabila père. Sassou reprend le pouvoir grâce à l'Angola. Les deux événements sont liés. Mobutu tombe et Sassou remonte sur le trône. En résumé, pas de guerre directe, mais pas de vraie confiance non plus entre Mobutu et Sassou Nguesso. Des coopérations diplomatiques en façade, beaucoup de méfiance en coulisses. Chacun a laissé passer des opposants, des armes, des espions de l'autre côté du fleuve. Les relations se terminent en 1997 avec un énorme tournant. Le tournant, c'est que Mobutu est exilé et puis il meurt. Sassou revient au pouvoir avec l'aide de l'Angola, qui paradoxalement a aidé aussi Kabila père à répandre le pouvoir et à chasser Mobutu. Pourquoi c'est important pour aujourd'hui de comprendre ces éléments? Parce que cette relation non dite complique, très compliquée, mêlée des rivalités, des calculs et de secrets, explique que pourquoi Sassou ne s'aligne jamais totalement avec la RDC, explique pourquoi Brazzaville reste prudente
silencieuse, voire ambiguë. Examinons maintenant la relation entre Sassou Nguesso et Laurent Désiré Kabila après la mort, après le départ, après que Mobutu ait pris la tangente pour se retrouver au Maroc. Et là également, nous avons la méfiance du réalisme ou des alliances tactiques. Quand Mobutu tombe en mai 1997 et que Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir à Kinshasa, Sassou Nguesso est lui-même en pleine guerre au Congo-Brazzaville. Pourtant, les relations entre les deux hommes vont être stratégiques, ambiguës, mais décisives pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. 97, 2 guerres, 2 chutes et 2 retours. Mai 97, Kabila renverse Mobutu, arrive à Kinshasa, rebaptise les Zaïre, Zaïre devient RDC. Octobre 97, à Brazzaville, Sassou Nguesso reprend le pouvoir par la guerre, renverse Pascal Lissouba avec l'aide de l'Angola. En quelques mois, Mobutu tombe, Kabila arrive, Lissouba tombe, Sassou arrive. Ces deux événements ne sont pas séparés. Angola joue un rôle dans les deux camps. Est-ce que Sassou et Laurent Désiré Kabila étaient alliés? On pose la question. Pas vraiment, c'était une alliance, mais plutôt une cohabitation forcée entre deux hommes qui avaient les mêmes ennemis, Mobutu et Lissouba. Kabila ne se méfie pas de Sassou au début, car son vrai adversaire était le Rwanda plus l'Ouganda, qu'il avait aidé, mais maintenant le menaçait. Sassou, lui, venait juste de revenir au pouvoir. Il était occupé à sécuriser Brazzaville, Pointe-Noire, le pétrole, etc. Donc, au début, une relation correcte, diplomatique, silencieuse, sans excès d'amitié, pas d'hostilité, mais pas de confiance totale non plus entre Laurent Désiré Kabila et Sassou Nguesso. Ce que Laurent Désiré Kabila reprochait à ses voisins, dont Sassou Nguesso, une fois arrivé au pouvoir, Laurent Désiré Kabila découvre que des opposants congolais vivent à Brazzaville comme Kolela Lissouba. Des armes circulent entre Kinshasa et Brazzaville secrètement. Le fleuve Congo est une zone de trafic des diamants, or, des devises, des carburants, etc. Et certains généraux de Sassou font affaire avec des proches de Mobutu encore présents dans la région. Kabila les découvre et Kabila commence alors à se méfier de Sassou Nguesso. La deuxième guerre du Congo éclate. Qui va aider Kabila? Quand les Rwandais et l'Ouganda attaquent Kabila en août 1998, qui sont les soutiens de Joseph Kabila? Pays qui soutiennent Laurent Désiré Kabila, l'Angola de Dos Santos, Zimbabwe de Mugabe, la Namibie et le Tchad au début. Les pays qui attaquent Laurent Désiré Kabila, vous les connaissez, les Rwandais de Kagame, l'Ouganda de Museveni, le Burundi encore autrefois, et des forces de RCD rebelles congolais pro-Rwanda. La question qu'on va se poser, mais Sassou Nguesso, il était où? Il était dans quel camp? Il soutenait qui? Les Rwandais? Il soutenait la RDC? Et Sassou, dans ces choses, il ne rejoint pas officiellement la guerre, mais il laisse l'Angola utiliser son territoire pour faire passer ses troupes vers Kinshasa. Donc, indirectement, Sassou aide Kabila en laissant l'Angola passer. Mais il reste silencieux, prudent, pas d'engagement direct. Et les relations restaient fragiles pour 3 raisons. Ici, 3 raisons. Aucune confiance totale entre les deux chefs d'État. Kabila est révolutionnaire nationaliste. Sassou est militaire, stratégique, discret,
proche des réseaux pétroliers français. Deuxième raison, des opposants s'installent au niveau du Congo-Brazza. Des anti-Kabila utilisent parfois Brazzaville comme refuge au point des passages. Et troisième raison, une frontière trop proche, trop sensible. Les fleuves Congo séparent juste les deux capitales. Donc une guerre entre Sassou et Kabila aurait été catastrophique pour les deux pays. Et puis vient la mort de Laurent Désiré Kabila. Il meurt en 2001. Assassiné le 16 janvier 2001 à Kinshasa par un de ses gardes du corps. Son fils, Joseph Kabila, lui succède. Sassou envoie un message officiel de soutien, mais aucune larme, aucune émotion publique forte, preuve que ce n'était pas une amitié profonde. La conclusion pour ce troisième chapitre, entre Sassou Nguesso et Laurent Désiré Kabila, ce n'était pas la guerre, mais ce n'était pas une alliance sincère. C'était une relation d'équilibre, des silences, d'intérêt mutuel, sans confiance totale. Sassou aide sans s'impliquer, observe sans prendre parti trop fort. Déjà à ces moments, il agit comme aujourd'hui. Il est discret, présent dans l'ombre, jamais exposé. Denis Sassou Nguesso et Joseph Kabila, ça se passe comment? Et là, nous disons, nous sommes entre pragmatisme, intérêt économique et méfiance discret. On va développer ça maintenant. Et donc, quand Joseph Kabila arrive au pouvoir, après l'assassinat de son père en 2001, les relations entre Kinshasa et Brazzaville entrent dans une nouvelle phase, moins idéologique, plus stratégique et économique. Et donc, Laurent Désiré Kabila voulait une Afrique indépendante, anti-occidentale. Joseph Kabila est différent, il est plus calme, diplomate, discret, ouvert aux négociations internationales, ouvert à l'ONU, aux États-Unis, à la Chine, Afrique du Sud. En fait, il est très ouvert. Il accepte le dialogue de paix de Saint-Suti, Pretoria, Lukasa et forme un gouvernement avec les anciens rebelles. Sassou Nguesso, de son côté, s'installe durablement au pouvoir à Brazzaville après la guerre civile. Et puis, sous Joseph Kabila, on voit plusieurs gestes de rapprochement entre les deux Congos. Discussion sur le transport fluvial Kinshasa-Brazzaville. Sécurité au niveau de la frontière, lutte contre le traversée illégal et trafic. Il y a des rapprochements, il y a des pourparlers. Et Sassou participe au sommet de la conférence internationale de la région du Grand Lac. Des projets communs sur l'électricité, sur Linga, Congo et Brazzaville. Des accords sur l'extradition des criminels. Et des dialogues sur le retour des réfugiés de deux côtés. Et donc, sous Joseph Kabila, on voit plusieurs gestes de rapprochement entre les deux pays, les deux présidents. Publiquement, deux chefs d'État qui s'entendent, se respectent, s'appellent frères. Mais en coulisses, tout n'est pas si simple que ça. Même s'il y a des sourires à la télévision, plusieurs soupçons et tensions cachées existent quand même. Au niveau du commerce illégal, ça touche des trafics sur les fleuves. Il y a l'or, le diamant, les coltans, du carburant passent clandestinement entre Kinshasa et Brazzaville. Et ça, Joseph Kabila le sait. Des généraux douaniers proches des clans Kabila ou Sassou profitent du fleuve pour faire passer des marchandises ou du cash. Joseph Kabila le sait. Et chacun laisse faire. On ne s'engueule pas tant que ça sert ses intérêts et
on y va, il n'y a pas de problème. Et puis, expulsion massive des Congolais par les Congo-Brazza. Nous sommes en 2009. Ça a été véritablement un scandale. Entre 2019 et 2014, plus de 100 000 Congolais de Kinshasa sont expulsés de Brazzaville. On appelait ça autrefois Opération Mbata Yabakoko. Beaucoup parlent d'humiliation de la RDC, une violence inouïe, des viols, des rackets, etc. Joseph Kabila proteste timidement, mais n'agit pas fermement par rapport à ce qui s'est passé, l'expulsion massive des Congolais, plus de 100 000 Congolais. C'est une preuve que les relations étaient tendues, mais qu'aucun ne voulait créer une crise ouverte. Et puis des projets, des concurrences. Vous avez les ports des Pointe-Noire, donc Congo-Brazzaville. Ça veut dire principale sortie maritime de l'Afrique centrale. Les amis, si la RDC construit son propre port en eau profonde, à Banana, elle n'aura plus besoin des Pointe-Noire. Donc, ça sera une perte, et d'ailleurs une perte stratégique pour Sassou. Cela crée évidemment une rivalité économique silencieuse. Ces projets qui voient les jours en RDC, ça crée des petites tensions, nous allons en parler après. Joseph Kabila se méfie de Paul Kagame et de Museveni. Sassou, lui, garde un profil neutre. Sassou parle à Kagame, il parle à Museveni, il parle aussi à Kabila. Mais il ne s'engage jamais clairement contre les Rwandais ou l'Ouganda. Est-ce par prudence diplomatique ou parce qu'il a ses propres intérêts avec eux? L'or, les renseignements et des alliances régionales. Pour résumer cette troisième partie, entre Sassou et Joseph Kabila, c'est ni amitié, ni hostilité, c'est une relation d'intérêt. Il y a le fleuve, il y a le pétrole, la frontière, le trafic, la diplomatie. En public, frère, mais en aparté, en voisin, ils se regardent de loin, ils se méfient. En privé, c'est la méfiance, la prudence, chacun protège ses intérêts. Déjà à ce moment-là, Sassou montre la même attitude qu'aujourd'hui. Il est présent, mais jamais trop. Il est proche, mais jamais engagé. Le chapitre 5 parle de Sassou Nguesso et de Félix Tshisekedi. Une alliance sincère ou diplomatie d'hypocrisie. Quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, en 2019, beaucoup se demandent, est-ce que Sassou Nguesso va l'aider? L'ignorer ou chercher à l'utiliser en tant que doyen. Les deux hommes affichent effectivement une amitié, mais plusieurs éléments montrent qu'il y a aussi de la méfiance, des intérêts cachés et de la prudence politique. Pourquoi Sassou accueille bien Félix au début? Félix Tshisekedi met fin à 18 ans de Kabila. Il veut pacifier la région, réformer l'armée, moderniser la diplomatie de la RDC. Sassou, en tant que doyen, se présente comme conseiller, grand frère, médiateur et même papa médiateur. Félix va plusieurs fois à Brazzaville après son élection. Sassou joue le rôle de l'homme expérimenté qui guide le jeune président. Des intérêts communs sont affichés officiellement. Objectif affiché ici, la collaboration sur le fleuve du Congo, des raisons réelles et des intérêts cachés, maintenir les échanges commerciaux et douaniers officiels et informels. Les objectifs affichés, projet des ponts Kinshasa-Brazzaville et
Ça va faciliter évidemment la circulation, mais aussi renforcer les contrôles migratoires. L'objectif officiel affiché du dialogue régional pour la paix à l'est de la RDC, mais Sassou veut rester médiateur reconnu par l'ONU et l'Union africaine. Il ne s'engage pas personnellement de coopération sécuritaire avec la RDC pour contrôler les réfugiés, les opposants, éviter une guerre entre voisins. Garder la bonne entente. Mais pourquoi toujours la méfiance? Plusieurs raisons expliquent qu'il y a une amitié des façades, mais vigilance, permanence. Félix Tshisekedi s'aligne sur les États-Unis, l'Union européenne et les Émirats arabes unis. Cela dérange Sassou, qui lui dépend beaucoup de la France, de Total, Bolloré, France-Afrique, la Chine, des dettes, des chantiers, des infrastructures de la Chine, etc. Félix parle de traçabilité des minéraux, lutte contre la corruption et les réseaux mafieux. Si les minéraux, en l'occurrence l'or, le coltan, le cobalt, sont bien contrôlés, et donc il y aura moins de contrebandes qui passeront par Brazzaville, Pointe-Noire, moins de profits pour certaines élites proches de Sassou Nguesso et de Kabila. Et si le projet du port en eau profonde des Bananas voit le jour, et si Banana fonctionne, la RDC n'aura plus besoin du port de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, et cela menacerait directement l'économie de Sassou Nguesso. Et donc, avec Kagame et Museveni, alors, Sassou joue sur plusieurs tableaux. Félix Tshisekedi accuse Kagame et Museveni de soutenir le 1-23 et de piller les minéraux de l'Est. La communauté internationale, les États-Unis, l'Union européenne, le Canada, l'Ukraine, etc., sanctionnent certains responsables rwandais, à l'occurrence ici James Kabarebe. Sassou Nguesso, lui, ne condamne jamais ouvertement Kagame. Continue de parler à Kagame et continue de parler aussi à Félix. Ne vient pas à la conférence de Paris sur la paix en RDC, comme Kagame et Museveni non plus ont marqué un point par rapport à leur absence. Son absence ressemble à une neutralité volontaire, presque un message. Le message, c'est quoi? Je ne m'allie ni contre Kagame, ni totalement avec Félix. En résumé, Félix et Sassou, ce sont des frères voisins, des sourires, des échanges, de la diplomatie, mais en réalité, chacun défend ses intérêts stratégiques. Sassou ne veut pas perdre son rôle de médiateur, ni choisir un camp. Il observe Félix se rapprocher des États-Unis, de l'Union européenne, du Qatar et de l'Angola. Il reste poli, calme, mais garde ses distances. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas venu à Paris. Il ne veut pas s'afficher dans un camp anti-Kagame. Il protège ses intérêts économiques et diplomatiques. Comment les Congo-Brazzaville profitent indirectement de minéraux de la RDC? Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant et c'est là que nous allons ouvrir la boîte à Pandore. Même si les Congo-Brazzaville n'a pas beaucoup de coltan, d'or ou de cobalt sur son territoire, Congo-Brazzaville bénéficie d'un avantage géographique stratégique ici. Les amis, l'avantage, il est juste en face de Kinshasa et près de l'est de la RDC. Il possède un port important, Pointe-Nord, qui donne accès à l'océan Atlantique. Il est plus stable, mieux relié à l'Europe et moins surveillé que l'est de la RDC. Les résultats? Des minéraux congolais passent par les Congo-Brazzaville illégalement pour être exportés vers Dubaï
la Suisse, la Chine, etc. La question, c'est qui gagne dans ce système? Qui gagne? Vous avez 3 types d'acteurs qui profitent de ce système. Des officiers douaniers proches du pouvoir à Brazzaville. Ils laissent passer de l'or, du coltan, du diamant venant de la RDC sans contrôle. En échange, ils y reçoivent des commissions, donc de l'argent cash, des parts dans les cargaisons ou des protections politiques. Ces minéraux arrivent à Pointe-Noire, puis partent en bateau vers Dubaï, Anvers et Istanbul. Et donc, des hommes d'affaires proches du régime de Sassou et de Kabila autrefois, ils possèdent des sociétés d'import, export ou logistique. Ils achètent de l'or dans l'est de la République démocratique du Congo, souvent via Kigali, Agoma et Bukavu, les transportent via Brazzaville ou Pointe-Noire et le déclarent parfois comme l'or du Congo-Brazzaville, alors qu'ils viennent de la RDC, là où se trouvent les KO. Un exemple de ces montages. Des sociétés écrans à Brazzaville facturent, falsifient or ou coltan revendus à Dubaï ou alors en Suisse. Vous avez des banques, des transitaires et partenaires étrangers liés à Brazzaville. Certaines banques ferment les yeux sur les transferts d'argent venant du commerce minier. Des entreprises étrangères, souvent françaises, libanaises, indiennes ou émiraties, stockent et transportent la marchandise depuis Pointe-Noire. Tout cela en échange des commissions importantes, bien évidemment. Pourquoi est-ce que la traçabilité des minéraux dérange Sassou Nguesso? Pourquoi le rétablissement ou la paix effective en RDC peut déranger Sassou Nguesso? Parce que si la RDC applique sérieusement la traçabilité numérique des minéraux avec les QR codes, certificats, etc., contrôle militaire de routes dans les Kivu, l'Ituri, ça sera la fin de la fraude via le Rwanda, l'Ouganda, le Congo-Brazzaville, et alors les flux illégaux diminueront forcément. Les réseaux clandestins vont perdre des millions de dollars. Les ports comme Pointe-Noire va perdre du trafic, forcément. Et certains proches de Sassou Nguesso ou de Kabila perdront leur cash secret. Exemple concret, les amis. L'or est extrait illégalement à Chabunda, au sud Kivu, à Uturi. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, il est acheté par un intermédiaire lié à des services ou à des réseaux rwandais ou congolais. Étape 3, il traverse discrètement le fleuve vers Brazzaville ou par avion jusqu'à Pointe-Noire. 4, un homme d'affaires proche du pouvoir congolais prend le relais. 5, l'or est exporté officiellement depuis Pointe-Noire comme or congolais du Brazzaville. 6, il arrive à Dubaï, en Turquie, en Suisse. 7, les bénéfices sont partagés entre rebelles, officiers militaires, douaniers, policiers et financiers. Et donc, les amis, en résumé, oui, certains proches des Sassou profitent de la faiblesse ou de la faible traçabilité des minéraux de la RDC. Ils gagnent via les taxes illégales, les commissions, les sociétés d'exportation, les ports. Et si la RDC devient stable, trace ces minéraux, contrôle Banana, Lobito, etc., ces profits disparaîtront forcément. Cela explique une partie du silence et de la prudence de Sassou Nguesso face à la guerre en RDC. Comment
le Congo-Brazzaville peut profiter de minerais de l'Est de la RDC, alors que Kinshasa est très loin de l'Est. 2000 km. Et surtout, le Congo-Brazzaville n'a pas de frontières directes avec le Kivu, l'Ituri ou le Katanga. C'est une question que vous pouvez vous poser. Alors, je la pose pour vous. Oui, l'Est de la RDC est très loin du Congo-Brazzaville. Goma, Nord Kivu, Kinshasa, environ 2200 km. Bunia, en Ituri et Kinshasa, environ 1900 km. Bukavu, Kinshasa, environ 2000 km. Brazzaville est juste en face à Kinshasa, mais très loin de l'Est aussi. Et donc, forcément, effectivement, le Congo, Brazzaville, n'est pas géographiquement proche de l'Est de la RDC comme le Rwanda ou l'Ouganda. Alors, comment peut-il profiter directement des minéraux de la RDC? Alors, comment le Congo-Brazzaville entre en jeu? Ce n'est pas parce qu'il est prêt, c'est parce qu'il est là où les minéraux passent à la fin du trajet. Ça veut dire quoi, ces charabia? Une chaîne de passage réel de minéraux de l'Est, donc de trafic illégaux. Vous avez l'extraction à l'Est, à Kivu, Ituri ou Maniema. Et donc, deux sorties clandestines vers, ça sort vers les Rwanda, Gisenyi, Goma, Gisenyi, Bukavu, etc. L'Ouganda, Bunia, Arua, Beni, Kasese, Kampala. Pour ceux qui connaissent les villes en question. Burundi ou Tanzanie dans certains cas. Donc, ça sort. Ensuite, ces minéraux vont vers Entebbe à Ouganda, Kigali au Rwanda, Bujumbura à Burundi ou Dar es Salaam en Tanzanie. C'est parti là-bas. Ou aussi à Kinshasa, Brazzaville via l'avion, ok? Parce qu'on s'est dit c'est loin, 2000 km, mais ça rentre dans des avions ou alors via les bateaux, via le fleuve du Congo. Et donc, Kinshasa et Brazzaville, les minéraux peuvent être, à partir de Kinshasa et Brazzaville, les minéraux peuvent être blanchis de faux documents égale origine Congo-Brazzaville. Ça change de nature, l'identité, ça devient de produits congolais. Et puis, les transporter légalement, une fois que c'est blanchi, via les ports des Pointe-Noire jusqu'à Dubaï, Belgique, Suisse et la Turquie. Donc, ce n'est pas une question de proximité avec l'Est, c'est une question de route commerciale finale, tout simplement. Pourquoi passer par Brazzaville ou Pointe-Noire? La raison est que port en eau profonde, Congo, port en eau profonde. L'explication, ça permet d'expédier facilement vers l'Europe, l'Asie et les Golfes. Il y a moins de contrôles internationaux à Pointe-Noire, comme au Rwanda, moins de sanctions ou d'attention que Kigali ou Kampala, accusés par l'ONU. Les ports, le port du Congo-Brazza n'est pas surveillé. Il y a des réseaux d'affaires et des corruptions organisées là sur place. La douane, les militaires, les entreprises privées protègent évidemment ces flux en question. Et puis la proximité avec Kinshasa, un très grand marché. Kinshasa est une zone de transit. L'or passe par là. L'argent liquide peut traverser facilement, discrètement, via les fleuves vers Brazzaville. Les amis, nous avons compris que le Congo-Brazza n'est pas proche géographiquement de l'Est,
mais il est proche de Kinshasa, qui est la porte des sorties logistiques de tous les pays, et surtout Brazzaville, Pointe-Noire égale axe stratégique pour blanchir, exporter les minéraux. La conclusion courte, ce n'est pas la proximité géographique qui compte, c'est la proximité logistique et économique via les fleuves Congo et les ports des Pointes-Noires. Sassou Nguesso, Kagame, Museveni, des alliances silencieuses ou alors simple prudence diplomatique. Ce chapitre répond à une question essentielle, cher ami. Une question essentielle. Très essentielle. Pourquoi Sassou Nguesso reste-t-il proche de Félix Tshisekedi, tout en parlant aussi avec Kagame, Museveni? Les deux présidents accusés d'agression ou d'avoir agressé la RDC. Est-ce de la neutralité intelligente, de la stratégie, ou bien y a-t-il des intérêts cachés? La question est posée. Sassou joue toujours un rôle. Je parle à tout le monde. Officiellement, Sassou Nguesso ne condamne jamais publiquement Kagame ou Museveni. Il reste ami avec Félix Tshisekedi. Continue de se présenter comme médiateur de paix dans la région. C'est une position diplomatique ni contre le Rwanda, ni entièrement du côté de la RDC. Pourquoi il ne peut pas attaquer Kagame et Museveni? C'est la question stratégique. Pourquoi? Voici les raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso ne peut pas frontalement s'attaquer à ces deux personnes. Il y a des raisons. Kagame et Museveni sont des chefs militaires puissants. Ils ont participé à plusieurs conflits en RDC, Centrafrique, Soudan. Ils ont des réseaux, des renseignements partout en Afrique centrale. Ça, Denis Sassou Nguesso le sait bien. Ils contrôlent des routes commerciales où passe l'or, le coltan, le pétrole et armes. Et donc, même si le Congo-Brazzaville n'est pas frontalier, le Congo-Brazzaville profite indirectement de ces commerces via ces ports. Nous l'avons expliqué tout à l'heure que ces or, ces coltans, ces ressources, ça vient à Kinshasa et ça passe par les ports du Pointe-Noire et du Pointe-Noire, ça part au niveau de l'Europe. C'est faux, vous dites. Vous êtes Congolais, monsieur. Vous êtes Congolais du Brazza, c'est ça? C'est faux parce que nous, on sait que vos généraux, dont vous êtes du Congo-Brazza, alors. Ouais, vous devez être du Congo-Brazza. Bon, ce que je dis là, ça ne va pas vous plaire, hein, je comprends. Mais c'est ça la vérité, mon cher. Je ne suis pas là pour vous offusquer, hein, camarade. Ok, merci de m'accompagner dans ça. Et donc, les amis, Sassou Nguesso dépend du pétrole, plus des réseaux France-Afrique. Ok? Il doit rester neutre pour ne pas froisser ni Paris, ni Kigali, ni Luanda, ni Washington. Vous comprenez? Le Rwanda fournit des forces militaires dans plusieurs pays africains, Mozambique, Centrafrique et bien d'autres pays. Et Sassou ne veut pas créer un ennemi avec une armée aussi mobile et soutenue par l'Occident. Il reste distant. Y a-t-il des liens directs entre Sassou Nguesso et Kigali? Pas officiellement, mais plusieurs indirects liens existent. Comment? Des officiers rwandais auraient déjà participé à des échanges de renseignements
avec les Congo-Brazzaville dans le cadre de l'Union africaine. Des entreprises rwandaises de logistique ou de sécurité ont travaillé au Congo-Brazzaville et Pointe-Noire. Et plusieurs rapports, notamment de l'ONU, évoquent des circuits d'or, de diamants, voire des bois tropicales qui passent entre RDC, Rwanda, l'Ouganda, Congo-Brazzaville et, à partir du Congo-Brazzaville, l'exportation vers l'international. Donc, le Congo-Brazzaville fait partie de la chaîne du courroie invisible, mais plusieurs rapports sont là. Est-ce qu'il a des relations avec Museveni? Des relations discrètes, mais bien réelles ici. Des officiers ougandais ont participé à des entraînements au Congo-Brazzaville dans les années 2000-2010 via l'Union africaine. Et plusieurs compagnies de pêche, de bois ou transport appartenant à des hommes d'affaires ougandais sont basées à Pointe-Noire. Je dis plusieurs compagnies de pêche, de bois ou de transport appartenant aux hommes d'affaires ougandais sont évidemment présentement là, maintenant là, à Pointe-Noire. Museveni et Sassou ont un point commun. Ils ont survécu à beaucoup de changements de régime. Ils se respectent comme des vieux lions. Pourquoi cela gêne-t-il la RDC? Cette relation, cette proximité. Parce que Félix attendait que Sassou vienne à Paris pour soutenir la paix en RDC. Au lieu de ça, Sassou s'abstient comme Kagame et Museveni. Cela ressemble à une stratégie, n'est pas affronter ouvertement ceux qui menacent l'Est de la RDC. En résumé très simple, Sassou ne soutient pas ouvertement Kagame, non plus Museveni, mais il ne s'oppose pas non plus à eux. Il protège ses intérêts économiques, il y a du pétrole, il y a son port de Pointe-Noire, des réseaux de transit qui passent par Pointe-Noire. Il veut garder son rôle de sage neutre. Donc, il ne prend pas de position forte. C'est exactement ce qui explique son absence à la conférence de Paris. Les amis, explication claire concernant les circuits d'or, de diamants et de bois via la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, le Congo-Brazzaville, le point de chute. Plusieurs rapports de l'ONU, notamment ceux du groupe d'experts sur la RDC, des ONG comme des Global Witness, Enug Projet et Impact, parlent d'un trafic de ressources naturelles qui circule de cette manière. RDC, mine, on prend le mine, ça part au Rwanda ou l'Ouganda, raffiné ou conditionné, ça revient au Congo-Brazzaville, blanchiment, logistique, et à partir du Pointe-Noire, ça part à Dubaï, Europe et la Chine. Ce n'est pas officiel, ce n'est pas déclaré, mais cela existait dans l'ombre. Vous comprenez? Ici, ce n'est pas une politique du peuple congolais. Je voudrais quand même vous donner ma position. Ici, le peuple congolais lambda ne connaît pas ça. Comme beaucoup de Congolais ne connaissent pas ça non plus. Donc, ce n'est pas une guerre des Congo contre la RDC, parce que ces trafics, la majorité des Congolais du Brazza ne le connaissent même pas. Donc, ça ne sert à rien de commencer à s'apprendre. La population congolaise, ce n'est pas du tout mon objectif ici. Ici, c'est de comprendre comment la géopolitique fonctionne, tout simplement. Alors, les amis, pourquoi ces trafics existent? Parce que les minéraux de la RDC, l'or, le coltan, cobalt, diamant, le bois, valent des milliards de dollars.
de milliards de dollars. Une partie sort illégalement sans payer d'impôts à l'État congolais. Des groupes armés, des militaires, des politiciens corrompus et même des entreprises en profitent pour vendre ces minéraux. Il faut transformer leur origine, le faire passer pour des minéraux légaux. Et donc, la première étape commence en RDC. Extraction en RDC, lors des Ituri, de Bunia ou de Digo, ou les coltans du Sud Kivu, souvent extraits dans des zones de guerre par des mineurs artisanaux sous contrôle des milices, Codeco, ADF, Maïmaï, M23, etc., ou même d'officiers de l'armée du FARDC corrompus. D'accord? Il ne faut pas les épargner non plus. Ils vendent ensuite cet or ou coltan à des négociants locaux. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, les passages par les Rwanda ou l'Ouganda. Pourquoi passer par les Rwanda ou l'Ouganda? Parce que ces pays ont des routes sécurisées, des aéroports internationaux, des raffineries d'or officielles, l'or ou les coltans est fondu, compressé, reconditionné au Rwanda ou en Ouganda. Il devient officiellement hors du Rwanda ou hors de l'Ouganda, même s'il vient de la RDC. Un exemple réel. En 2023, le Rwanda a exporté plus de 450 millions de dollars d'or, alors qu'il n'a presque pas de mines d'or. Le monde le sait. Pareil pour l'Ouganda, en 2019, il a exporté 35 tonnes d'or, alors qu'il n'en produit presque pas. Donc, c'est l'or congolais réétiqueté. Troisième étape, c'est là que ça devient intéressant, transit par les Congo-Brazza, Brazzaville ou Pointe-Noire. Donc, extraction sur le sol congolais, raffinement au Rwanda ou en Ouganda. Maintenant, exportation vers l'Europe, ça passe par le Congo-Brazza. Le Congo n'est pas dans le pays du lac. Mais ce n'est pas ça le souci, mon cher. Vous revenez souvent sur ça. Ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas là. OK? Le problème est le trafic qui se passe au Congo-Brazza. C'est de ça qu'il s'agit. OK? Alors, pourquoi passer par le Congo-Brazzaville? Parce que l'avantage est que le port de Pointe-Noire donne directement la porte vers l'océan Atlantique. Exportation vers l'Europe, le Golfe et la Chine. L'avantage est qu'il y a moins de surveillance que Kigali ou l'Ouganda. Moins de scandales médiatiques au niveau du port du Congo-Brazza. Possibilité de blanchir la marchandise également. Les minéraux deviennent officiellement produits du Congo-Brazzaville, pas de la RDC. Des réseaux politiques ou militaires impliqués dans ces trafics, et donc certains officiers douaniers, hommes d'affaires, laissent passer contre de l'argent. Un exemple dénoncé, or venant ici de Kigali, par avion, ça descend à Brazzaville ou Pointe-Noire, export déclaré comme or congolais, Congo-Brazzaville, et ça part à Dubaï. Donc, la quatrième étape, exportation internationale. Une fois arrivé à Pointe-Noire, les ressources partent vers Dubaï, d'accord, Émirats Arabes Unis, Anvers, la Belgique, les diamants, Genève ou Zurich, Suisse, Istanbul, Turquie, l'or transformé en bijoux là-bas, la Chine, la Malaisie, l'Inde, les coltans, les cassetteriques, bois tropical, etc. Donc, c'est une machine, c'est une mafia bien organisée. Pourquoi l'ONU en parle? Parce qu'il y a des rapports. Parce que ces commerces financent la guerre à l'est de la RDC.
Il appauvrit l'État congolais car rien ne passe par les impôts officiels. Il enrichit des groupes armés, des officiers, des hommes politiques de plusieurs pays voisins et il implique aussi des réseaux au Rwanda, l'Ouganda, mais aussi au Congo-Brazzaville. Et donc, les amis, les Congo-Brazzaville n'envoient pas la milice pour aller voler l'or. Mais le Congo bénéficie d'un couloir faisant partie d'un corridor. Vous voyez, vous passez chez moi, passez, il n'y a pas de problème. Mes propos sont graves, comme vous dites. Ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes propos, c'est l'ONU. Okay? Moi, je me base sur des déclarations et sur des documents que l'ONU a publiés, mon cher. Je n'accuse pas le peuple congolais, d'accord? Je suis en train de vous parler ici des élites. Vous savez, comme vous savez, vous et moi, qu'entre le pays, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Okay? Si vous comprenez que les intérêts du Sassou Nguesso, c'est d'être le point de chute ou les passages pour transporter le minerai volé en RDC et que ça peut lui rapporter de l'argent, je vous dis que Sassou Nguesso ne va pas fermer les yeux. Ok? Il ne fermera pas les yeux. Parce que c'est des millions qui passent par là. D'accord? Sassou Nguesso est-il complice? Je réponds maintenant à cette question. En droit international, on ne peut pas déclarer officiellement Sassou coupable tant qu'aucune preuve directe n'éprouve qu'il organise ces trafics, donne des ordres officiels ou signe des accords secrets. Mais en géopolitique, il y a un principe selon lequel quand un système illégal fonctionne pendant des années sur ton territoire avec l'armée, la douane et les ports impliqués, soit tu l'autorises, soit tu fermes les yeux. Donc, sans dire qu'il commande, on peut dire qu'il tolère ou ne combat pas activement ces circuits. Ok? Vous passez par quelle route? J'ai expliqué tout à l'heure qu'à partir de l'Ouganda, à partir du Rwanda, l'avion quitte, ok? Vous descendez à Kinshasa. Si les moyens des passages n'est plus possible, vous passez par le fleuve Congo. Vous comprenez? Et donc, le tout, c'est de faire passer évidemment les marchandises, si vous voulez, l'or, les diamants, tout ce que vous voulez, via les ports, et les ports va directement acheminer la marchandise dans différents pays. Est-ce que son pays bénéficie de ces trafics? La question est posée. Donc, la réponse est oui, indirectement, ça bénéficie. Comment ça bénéficie? Les douanes et les militaires laissent passer les cargaisons d'or, le coltan, contre des paiements en cash. Donc, la douane en bénéficie, les militaires aussi. Des hommes d'affaires proches du régime, ils ont créé des sociétés d'export, ils prennent des commissions sur le minerai qui transite par les pointes noires. Des banques et sociétés offshore, ils blanchissent l'argent, ils font de fausses déclarations, Made in Congo-Brazzaville, et l'État indirectement reçoit par les taxes portuaires de devises qui entrent dans l'économie, un mouvement financier. Et donc, en d'autres termes, l'image du régime, Sassou peut dire « mon pays est stable, on commerce, tout va bien ». Donc oui, ce système n'appauvrit pas le Congo-Brazzaville, il apporte même de l'argent à certaines élites, même si cela ne profite pas toujours à la population. Pourquoi Sassou Nguesso n'aurait pas intérêt à ce que ça change? Ce système change. Ponanime.
Parce que si la RDC contrôle ses minéraux, construit les ports de Banana, sécurise l'Est, impose la traçabilité avec les États-Unis, l'Union européenne, etc., alors dans ces cas-là, ça sera la fin de la contrebande. Il y aura moins de flux d'or, de diamants, de coltans qui passeront par Brazzaville, Pointe-Noire. Il y aura une perte de revenus indirects, forcément, moins de commissions, moins de bénéfices pour certains réseaux. Et le port de Pointe-Noire sera moins utilisé, moins sollicité. Le port de Banana en RDC deviendra un concurrent direct. La RDC plus stable et puissant. Dans ces cas-là, Brazzaville perd son rôle de voisin stable et de refuge économique. Fin de certains accords secrets, si cela arrivait, ça sera aussi la fin des routes discrètes Rwanda, Ouganda, Brazzaville. Donc pour lui, pour Sassou Nguesso, une RDC instable revient à une RDC dépendante, faible, plus facile à manipuler et dont les réseaux continueront de fuir discrètement vers Pointe-Noire. Mais attention, Sassou ne veut pas non plus un chaos total. Sassou ne veut pas non plus un chaos total. Il ne veut pas une RDC totalement détruite, remplie de réfugiés fuyant vers Brazzaville. Remplie de réfugiés avec de guerres qui arrivent jusqu'au fleuve, etc. Sassou veut une RDC affaiblie, mais pas une RDC effondrée. Il veut un voisin qui souffre, mais pas un voisin mort. Et donc, pourquoi changerait-il ce système? Les amis, Sassou n'aurait intérêt à changer des comportements que si seulement les États-Unis, la France, qui savent ce qu'il fait, ou l'ONU, lui mettent la pression directement par des sanctions et des blocages du pétrole, des enquêtes financières, etc. Si la RDC devient trop puissante et l'oblige à se repositionner. Les amis, si ces intérêts économiques sont menacés par d'autres pays comme l'Angola, la Turquie, le Qatar et la Chine, il pourra se repositionner, changer son fusil d'épaule. Ou si lui-même prépare une sortie historique, je deviens celui qui a réconcilié le deux Congo. Les amis, Sassou Nguesso ne peut être pas celui qui vole les minéraux du Congo, mais il tolère que ces minéraux passent par son pays. Cela fait de lui un bénéficiaire indirect. Port, par la douane, des réseaux proches du pouvoir gagnent beaucoup d'argent. Je parle ici de millions. Et tant que ce système fonctionne, il n'a pas vraiment intérêt à ce que la RDC devienne totalement stable, organisée, traçable. Ça ne va pas du tout le plaire. Il préfère ici une RDC affaiblie, mais pas complètement détruite. Mais pourquoi vous, mes frères congolais du Brazza, au lieu de comprendre et de vous indigner face à un comportement hostile face à vos frères, puisque ici il n'est pas question de vous mettre, vous, la population, en accusation, nous sommes en train de parler d'un trafic que votre président entretient. On ne parle pas de vous. Pourquoi voulez-vous à tout prix défendre une personne qui est en intelligence avec les ennemis de vos frères que nous sommes? Pourquoi vous faites ça? Ce n'est pas une question de défendre son président. Il est question de défendre la justice. Pourquoi est-ce que vous repliez sur vous-même, chers Congolais? Ok? Prenez des notes
Indignez-vous contre votre président. Pourquoi voulez-vous qu'on vienne mentir ici sur vous? À quoi ça va nous servir? Soyez sérieux, s'il vous plaît. Les amis, Sassou Nguesso préfère une RDC affaiblie, ok, mais pas complètement détruite. Il y a une rivalité silencieuse entre les deux Congos. Il y a la fierté, l'économie et la peur d'être dominé. Une rivalité qui n'a pas de sens. Donc, ce chapitre ici explique pourquoi, même si les deux pays portent le même nom, Congo, même si leurs capitales ne sont séparées que par un fleuve, il existe une tension historique, psychologique et stratégique entre le Grand Congo, la RDC de Kinshasa, et le Petit Congo, Brazzaville, Congo-Brazzaville. Alors, si je dis Petit Congo, ce n'est pas insulter ou offusquer quelqu'un. Il y a un Petit Congo, il y a un Grand Congo. Vous voyez, les deux Congos, un fleuve, mais pas une vraie fraternité. D'accord? Il n'y a pas une vraie fraternité. Brazzaville et Kinshasa sont deux capitales les plus proches du monde. 4 kilomètres seulement séparent les deux capitales. Mais dans les mentalités maintenant, chers amis hommes de paix, dans les mentalités, la RDC se voit comme le grand frère, plus grand pays, plus de population, plus de ressources, plus de richesses. Donc, la RDC, psychologiquement, s'est positionné en grand frère. Les Congo-Brazzaville se voient comme le petit, mais stable, organisé et riche en pétrole. Le résultat est que le respect en public, mais une rivalité en secret. 3 grandes différences qui créent la rivalité entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Une population, la RDC, plus de 120 millions, la démographie. Du côté du Congo-Brazza, 6 millions d'habitants. En termes de ressources, en RDC, il y a du cobalt, l'or, coltan, cuivre, eau, forêt, etc. et bien des choses. Du côté du Congo-Brazzaville, vous avez le pétrole, les gaz et le bois. La stabilité en RDC, nous avons la guerre à l'Est, donc instabilité chronique, etc. Nous sommes en plein dedans. Du côté du Congo-Brazza, pays stable, presque sans guerre. Au niveau de l'économie, la RDC potentiel, mais chaotique. Il y a potentiel. Et du côté du Congo-Brazza, petit, mais structuré. Au niveau de l'influence, la RDC, en recul, remplacée par la Chine et les États-Unis, parce que la France a reculé et a été remplacée par la Chine et les États-Unis. Et au niveau du Congo-Brazza, forte influence française, des compagnies pétrolières, etc., etc. Il y a aussi des souvenirs douloureux, des expulsions, des humiliations, beaucoup de méfiance. Ces événements nourrissent une tension entre les deux pays. Expulsion Mbata Yabakolo, 2004-2019. Des milliers de Congolais de Kinshasa expulsés brutalement de Brazzaville. Une violence inouïe, des viols, des humiliations publiques, une destruction totale, des maisons sont détruites, etc., etc. Donc, une violence pas possible. Cela a marqué la population. Et ils nous considèrent comme des étrangers, pas comme des frères. Ça, c'est une réalité intrinsèque. La psychologie retient des choses. Et donc, les points B, réfugiés et opposants politiques.
Sous Mobutu, des opposants se réfugient à Brazzaville. Sous Sassou, des opposants fuient parfois à Kinshasa. Le résultat est que les deux gouvernements ne se font jamais totalement confiance. Gouvernement en haut, la population en bas, la population matraque et avec les militaires se charge de refouler les Congolais 2009-2014, puisque la population s'est mêlée dans ça. Et au niveau diplomatique ou au niveau géopolitique, tout en haut, les gouvernements sont dans une méfiance totale. Les amis, et puis il y a la concurrence économique. Il y a les ports, il y a les fleuves et l'exportation. Il y a les projets et puis il y a les ressources. Vous avez les ports des bananas qui donnent directement vers l'Atlantique. Pour la RDC, ça permet à la RDC d'être indépendante, libre. Mais le problème avec Sassou Nguesso, c'est une concurrence directe au port des Pointes-Noires. Et puis du côté de la RDC, la traçabilité des minéraux mise en place par les États-Unis, l'Union européenne et le Qatar, les intérêts pour la RDC, les minéraux ne passent plus par des voies illégales. Mais les problèmes par rapport à Sassou Nguesso, moins de trafic via Brazzaville, Pointe-Noire. Donc moins d'argent, moins de profits, moins de trafic. Et d'ailleurs, ça va s'arrêter. Et puis, il y a les corridors de Lobito, la RDC, l'Angola et la Zambie, qui est déjà en marche. Pour la RDC, nouveau chemin pour cuivre et pour cobalt. Mais du côté du Congo de Brazzaville, par rapport à Sassou, une sortie de la dépendance logistique du Congo-Brazzaville. On quitte la dépendance du Congo-Brazzaville, on devient maître de nous-mêmes. Et il y a des projets de ponts Kinshasa-Brazzaville pour faciliter les commerces, mais les dangers, il y aura probablement, peut-être pas des arrivées massives des Congolais, RDC au Brazzaville. Ça, c'est le psychose. Ça, c'est la position des Sassou, considérant que s'il y a un pont qui s'établit, pour lui, il s'imagine que beaucoup de Congolais vont traverser pour aller au Congo-Brazza. Et donc, il y a des hésitations là-bas. Pourquoi cette rivalité est silencieuse, jamais avouée publiquement? Pourquoi? Pourquoi? Aucun de deux ne veut la guerre. Ils dépendent de l'un de l'autre, du commerce, du fleuve et de l'électricité. Ils doivent afficher l'image de paix africain devant l'Union africaine, l'ONU, la France, mais intérieurement, Brazzaville a peur d'être avalé par Kinshasa, surpopulation, influence économique, etc. Et Kinshasa pense, pourquoi ces petits voisins donnent-ils des leçons alors que nous avons tout? Pourquoi ces petits voisins veulent nous donner des leçons à nous alors que nous avons tout ce qu'il faut, tout ce que le monde n'a pas? Résumé très clair, les deux pays s'appellent Congo, partagent le même fleuve, mais ils ne s'aiment pas totalement. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous parlez la même langue que vous vous aimez. Brazzaville se sent menacé par la taille de la RDC. Kinshasa se sent humilié par la stabilité du petit Congo. Il y a du respect, de la diplomatie, mais aussi de l'orgueil, de la jalousie, du calcul des intérêts économiques et de souvenirs d'humiliation de 2009 et 2014. La rivalité silencieuse entre les deux Congos, vous savez, la fierté, l'économie et la peur d'être dominé. Ce chapitre explique pourquoi, même si les deux pays portent le même nom, les Congo, même si leurs capitales ne sont séparées qu'avec un fleuve, il existe une tension historique, psychologique et stratégique. Je pense que ce chapitre-ci, nous l'avons déjà abordé.
Les amis, nous comprenons ceci, nous passons directement au chapitre 9. Si la RDC se stabilise et se modernise, pourquoi cela dérange certains voisins? Le Rwanda, l'Ouganda, le Congo-Brazzaville et bien d'autres pays. Aujourd'hui, la RDC change de posture. Elle construit des infrastructures stratégiques. Elle parle de traçabilité des minéraux. Elle obtient des contrats internationaux des États-Unis, de la Chine, du Qatar, des Émirats arabes et de l'Union européenne. Elle veut sécuriser ses frontières et contrôler ses richesses. Pour la première fois depuis Mobutu, la RDC commence à déranger ses voisins car un Congo fort, organisé, riche, ça serait plusieurs systèmes de dépendance et de contrôle. Les amis, nous comprenons quoi par là? Les infrastructures qui changent tout aujourd'hui. Il y a les ports en eau profonde de Banana au Congo central. Premier port océanique à 100% RDC. Jusqu'ici, la RDC dépendait du port de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, des Matadi ou même des ports en Angola. Avec le port de Banana, la RDC n'a plus besoin de passer par ses voisins pour exporter ses minéraux. Qui perd dans cette histoire avec le port, monsieur Morpheus? Vous vous attardez sur des futilités là. Qui va perdre? Sassou Nguesso, le pétrole, plus la logistique, plus les taxes portuaires. Il va perdre ça, puisqu'on ne passera plus là-bas. L'Angola, port de Lobito. Le Rwanda et l'Ouganda, difficile de faire sortir le minerai volé si les flux passent par un port contrôlé par Kinshasa. OK? Vous avez le corridor de Lobito, donc la RDC, l'Angola et la Zambie. Cher ami Morpheus, je vous ferai monter tout à l'heure que je termine mon propos. Vous avez la ligne de chemin de fer financée par les États-Unis et l'Union européenne qui permet d'exporter les cuivres et cobalt du Katanga directement vers l'Atlantique, port de Lobito en Angola. Conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'il y aura moins de dépendance vis-à-vis du port de Durban en Afrique du Sud ou de Dar Salem en Tanzanie. Cela va renforcer l'alliance RDC-Angola-États-Unis, va affaiblir l'influence logistique des Museveni et des Kagame sur les routes Est-Ouest. Vous avez les nouvelles routes, aéroports, hôpitaux et zones économiques. L'aéroport de Ndjili, modernisé par la Turquie et la Chine, c'est un contrat qui est en cours. Des hôpitaux du cinquantenaire, des routes de Chikapa, route Kolwezi, d'Ilolo, zone industrielle spéciale des Maluku, Lubumbashi. Le message envoyé au monde est très clair par rapport à toutes ces choses-là. La RDC ne veut plus exporter seulement du minerai brut, mais produire, transformer et contrôler ses ressources. En termes de traçabilité, chers amis, les points qui dérangent le plus, c'est bien ça. Félix Tshisekedi parle clairement de tracer l'or, les cobalts, les cuivres et les coltans. Stopper la fraude via Rwanda, l'Ouganda, Burundi. Signer des accords avec les États-Unis via la DPA, l'Union européenne via la CEREMA, la loi sur le minerai critique. Si cela se met en place, le Rwanda, ça sera la fin de la vente d'or,
du coltan venant du Kigali sous l'étiquette Made in Rwanda. Donc, terminé, or Rwanda égale 3 fois son PIB minier réel. L'Ouganda, raffinerie d'or à ETB, tournée grâce évidemment ici à l'or congolais, sans cela égale faillite. Les Congo-Brazzaville, moins d'or, moins de diamants illégaux transitant via le Congo-Brazzaville, Pointe-Nord. Les Burundi et la Tanzanie, moins de trafic transfrontalier des minéraux. Pourquoi cela dérange Sassou Nguesso? Parce qu'il y a une perte des flux illégaux via le fleuve Congo et les ports des Pointes-Noires, forcément. Une perte de revenus pour certains proches au niveau de la douane, les exportateurs des réseaux officiels et officieux. C'est la fin de l'avantage stratégique. La RDC dépend de moi et de lui et d'elle-même pour exporter, terminer. Plus de dépendance avec le Congo-Brazzaville. Et sur le plan géopolitique, ici, si la RDC devient stable avec un vrai port des bananas, c'est ce que redoute évidemment Sassou Nguesso, nos 9 voisins redoutent ça, un vrai port des bananas, des routes, des rails, des industries, une armée réformée, des mines traçables, alors les amis, elle devient une puissance continentale supérieure à tous ses voisins et certains voisins pourraient perdre leur influence militaire, les Rwanda, l'Ouganda, leur rôle des corridors miniers Congo-Brazzaville et leur monopole portuaire, ici nous parlons de l'Angola. Et donc, résumé stratégique ici, si la RDC construit ses ports, trace ses minéraux, modernise ses routes et ses aéroports, elle devient une vraie puissance continentale. Cela dérange certains voisins, comme les Rwandais, ça dérange l'Ouganda, le Congo-Brazzaville, car elle profite depuis des années du chaos congolais à travers des contrebandes, des minéraux, les transits ou la faiblesse de l'État. Une RDC forte, c'est la fin de certains business. C'est pourquoi certains préfèrent une RDC affaiblie, mais pas totalement détruite. Pourquoi Denis Sassou Nguesso n'est pas venu à la conférence de Paris sur la paix en RDC? Chers amis, patientez, j'en ai encore pour 15 minutes. Plusieurs chefs d'État étaient absents de cette conférence. Paul Kagame, logique, il est accusé d'agression, de pillage et de soutien au M23. Museveni, son armée est aussi accusée de pillage, or illégal, violence en outuerie. Mais l'absence de Sassou Nguesso surprend car il n'est pas ennemi déclaré de la RDC. Pourquoi n'est-il pas venu? Il est le doyen, le sage de la région. Il parle à tout le monde, Félix Kagame, Lorenzo Macron. Il partage une frontière directe avec Kinshasa. Alors pourquoi n'est-il pas venu? 1. Il ne veut pas prendre publiquement position contre Kagame et Museveni. Sassou parle avec tout le monde, se montre à une conférence où Kagame et Museveni sont désignés comme agresseurs, s'est montré à cette conférence où Museveni et les Rwandais sont désignés comme des agresseurs. Ça serait tout simplement c'est rompre sa neutralité, froisser ses relations silencieuses avec Kigali et Kampala, risquer des représailles diplomatiques ou alors économiques. Il préfère rester au milieu invisible et intouchable. La raison numéro 2, la conférence mettait en lumière les crimes commis en RDC, des rapports de l'ONU, des sanctions des États-Unis, critiques de la Belgique, du Canada, de l'Angleterre.
On y parlait de pillage des minéraux, des massacres, des viols, des contrebandes vers les Rwanda et l'Ouganda. Sassou ne veut pas être sur la photo des accusateurs, des peurs qu'on lui demande. Et vous, monsieur Sassou, Congo-Brazzaville, vous faites quoi avec des minéraux qui passent par Pointe-Noire? Il évite de se retrouver dans une position où il doit condamner ses partenaires secrets. La raison 3, il protège ses intérêts économiques, ne pas venir, c'est aussi protéger tout simplement ici les rôles du port des Pointes-Noires, parce qu'il y a des transits de minéraux, du pétrole, du bois. C'est aussi protéger les réseaux économiques qui profitent de la contrebande, de l'or, diamant, du bois venant de la RDC, évidemment. Les accords non officiels entre élites congolaises, rwandaises et ougandaises, une RDC forte, organisée, traçable, c'est une menace pour ses intérêts, évidemment. Raison numéro 4, rivalité silencieuse avec Kinshasa. La raison numéro 4 ici, comme on l'a vu dans le chapitre plus haut, deux Congos, mais pas une seule vision. Si la RDC brille, le Congo-Brazzaville perd son image de petit Suisse stable du fleuve. Si la RDC crée son port des bananas, le Pointe-Noire perd son monopole logistique. Il ne veut pas participer à un événement qui renforce politiquement Félix Tshisekedi et la RDC. Raison numéro 5, Sassou Nguesso est affaibli chez lui. Crise économique, le pétrole en baisse, dette énorme au FMI, santé fragile, il est âgé de 80 ans, messieurs. Mais le HM, messieurs, moi je ne vous comprends pas, vous êtes vraiment compliqués, mais vous êtes compliqués, mais Boza compliqué. Indignez-vous contre votre président qui autorise des trafics. Il ne faut pas venir m'insulter ici. Indignez-vous contre votre président qui autorise les passages de l'or, le diamant, etc. Des produits provenant des villes où les gens meurent, mon ami. Il faut s'indigner contre votre président. Manifester, enfin, qu'il arrête de faire du tort aux Congolais. Ok, vous dites archi faux alors qu'il y a des preuves, il y a des documents. L'ONU en parle, cher ami. Vous dites c'est faux. Démontrez-nous que c'est faux ce que vous dites. Soyons cohérents. D'accord? Oui, aimez-le, il n'y a pas de problème. Comme les Rwandais aiment Kagame, il n'y a pas de souci. Comme les Allemands hier ont aimé Hitler, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, cher ami. Un fils aime toujours son père, même s'il est criminel, il le défendra. Ok? Le père aime son fils, même s'il est criminel. Donc, aimez votre père, il n'y a pas de problème. Les amis, il évite le déplacement international qui est risqué, où il pourrait être ignoré, critiqué ou associé à un camp. Rester silencieux, pour lui, ça veut dire rester en contrôle. La synthèse pour chuter ici, Sassou Nguesso n'est pas venu à Paris, non pas par oubli, mais par stratégie. Il ne veut pas s'aligner publiquement contre Kagame et Museveni. Il protège les intérêts économiques de son régime. Le port, transit des minéraux venant du Congo, des réseaux silencieux, non déclarés. Il refuse de donner plus de légitimité internationale à la RDC de Félix Tshisekedi. Il garde sa posture, je suis les doyens, je ne prends jamais parti ouvertement. En un mot, ce n'est pas une absence diplomatique, c'est une absence calculée. Et donc, la conclusion générale, c'est que révèle vraiment l'absence de Sassou Nguesso. Ce n'est pas juste une absence, c'est un message politique.
Denis Sassou Nguesso n'a pas simplement raté un rendez-vous. Son absence à la conférence de Paris signifie ceci. Je ne m'aligne pas contre Kagame ni Museveni. Je ne veux pas légitimer une tribune qui expose les crimes au Congo RDC et le pillage des minéraux. Je protège mes relations invisibles et mes intérêts économiques. Voici ce que Sassou Nguesso a déclaré. Un comportement cohérent avec son style historique depuis Mobutu, Laurent Kabila, Désiré Kabila, Joseph Kabila, jusqu'à Félix Tshisekedi, Sassou Nguesso a toujours évité de choisir un camp clairement. Parler avec tous les acteurs, amis ou ennemis, garder son image de sage neutre, protéger ses intérêts économiques de son clan, le pétrole, les ports de Pointe-Noire, bois, flux de minéraux en provenant de la RDC, et puis la peur d'un Congo fort, structuré et souverain. Et donc une RDC stable avec son port de Banana, des corridors de Lobito, la traçabilité des minéraux, des contrats avec les États-Unis, l'Union européenne et le Qatar, armée restructurée, c'est une nouvelle puissance africaine, une naissance claire et nette, incontournable. En clair, chers amis, et cela dérange qui? Dérange les Rwandais, fin du pillage de l'or, du coltan, des sanctions et fin du 1,23 financé. L'Ouganda ici va perdre son business de l'or, il y aura moins d'influence militaire à l'Est. Le Congo-Brazza va perdre aussi son rôle de transit par rapport aux Pointe-Noires, fin des flux illégaux, une disparition du statut de petit pays stable face aux grands chaos voisins. Et même certains Congolais en RDC, ceux qui profitent de la corruption, des trafics, des groupes armés, perdent tout si l'État devient fort et stable. Sassou Nguesso n'est pas ouvertement un ennemi, mais il n'est pas un allié stable non plus. Il ne souhaite pas la destruction de la RDC, trop risquée par rapport aux réfugiés, l'instabilité, mais il ne souhaite pas non plus une RDC puissante, organisée, qui contrôle ses frontières, ses ressources et ses ports. Il veut un Congo affaibli, mais pas mort. Il veut un voisin indépendant, pas dominant. Ces silences révèlent une vérité plus large. Les problèmes n'est pas seulement le Rwanda ou la RDC. Ce n'est pas seulement Kagame ou Félix. La vraie réalité dans tout ça, c'est tout simplement plusieurs États, des réseaux politiques, militaires, économiques profitent d'un Congo faible et désordonné. Et donc, la stabilité de la RDC dérange tout un système économique régional fondé sur les chaos total. Chers amis, ce n'est pas l'absence de Sassou qu'il faut regarder. C'est ce qu'elle révèle. C'est quoi le message derrière l'absence de Sassou Nguesso? Que la paix au Congo dérange plus d'un voisin. Que la vérité sur le minerai dérange plus d'un système. Et qu'un Congo debout fait trembler tous ceux qui vivaient de sa chute. Les amis, j'espère que vous avez compris. Nous avons fait le tour. Maintenant, nous avons une demi-heure d'échange